C'est la 5e fois que je tourne cette vidéo. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. À toutes les personnes qui n'ont toujours pas compris qu'est-ce qu'était la cancel culture, on est ensemble. Hi Madekonanga, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme son intitulé l'indique, nous allons parler de la cancel culture ou de son nom français, la culture de l'annulation. Le terme de cancel culture, il est beaucoup utilisé et deux fois je comprends pas trop en fait ça veut dire quoi. Deux fois je comprends pas trop ça consiste à quoi. Du coup voilà, je voulais vous faire une vidéo sur la cancel culture. Je trouve que pour un concept, on va dire, qui a été vraiment mis en avant via Internet, qui a été vraiment propulsé via Internet, bah cela a des très bonnes répercussions, mais la cancel culture a quand même engendré beaucoup d'excès dans les comportements des personnes visées ou non. Donc voilà, je voulais en parler dans cette vidéo, donc c'est parti. Avant de commencer cette vidéo Madekonanga, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser des commentaires, ça me fera vraiment plaisir, ça nous permet de communiquer, en fait, que je puisse communiquer avec vous, de débattre avec vous. Et bien sûr, à me suivre sur mon compte Instagram. Et voilà quoi, c'est parti pour la vidéo. La cancel culture, culture de l'annulation, ou la call out culture, culture de la dénonciation, est une politique née aux États-Unis, fallait s'en douter, qui consiste à dénoncer des individus ou groupes responsables d'actions dites problématiques. Déjà, il faut savoir que le concept de la cancel culture n'est pas quelque chose de récent, c'est pas quelque chose qui vient d'hier ou d'avant-hier. C'est un concept qui était déjà présent dans la culture américaine, notamment grâce aux fameuses affiches Wanted, que vous pouvez trouver dans de nombreux films de western, de nombreux films de policiers, ou même dans les mangas tels que One Piece. Le vrai premier mouvement issu de la cancel culture depuis la création d'Internet serait le mouvement MeToo. C'est un mouvement qui permet aux femmes de dénoncer et de partager leur expérience de violence et d'agression sexuelle. Les mouvements de cancel culture sont souvent perçus comme une forme d'auto-justice, condamnant les personnes problématiques sans procédure légale et pour seul motif l'appréciation générale d'un ou plusieurs groupes sociaux. Car la cancel culture est principalement utilisée dans les luttes pour les justices sociales, tels que les mouvements féministes, les mouvements antiracistes, les droits LGBT, etc., etc. Quand une personne est cancel, c'est-à-dire éliminée, rayée, barrée ou mise sur liste rouge, elle est considérée comme problématique et cela à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous, le peuple, nous devons plus écouter cette personne, plus l'inviter cette personne, ne plus regarder ses émissions, ne plus acheter ses produits par exemple. On va bien sûr tout le temps lui rappeler pourquoi cette personne a été problématique et pourquoi elle est cancel. Et bien sûr, elle sera l'objet de batailles de pensée dans la société. C'est-à-dire que on est soit avec cette personne, soit contre cette personne. On ne peut pas être au milieu, genre l'apprécier et ne pas apprécier ce qu'elle a fait, ou apprécier ce qu'elle a fait, mais pas apprécier cette personne. Non. On est soit de son côté, soit de l'autre côté. Il n'y a pas de juste milieu. La cancel culture au fil des temps est devenue vraiment un concept très populaire aux États-Unis et maintenant elle est en train aussi de se propulser dans tout le reste du monde. C'est un concept qu'on peut à la fois applaudir et en même temps en avoir peur. Même si la cancel culture permet de combattre cette injustice qui était instaurée par la société, par la police, par les politiciens, par tout ce que vous voulez, beaucoup disent qu'au fil du temps, la cancel culture a engendré beaucoup trop d'excès, notamment dans le cyberharcèlement et dans le lynchage public. Pour cette deuxième partie, je me suis beaucoup appuyée de la vidéo de Natalie Wynn, Counseling, que je t'invite fortement à aller voir, qui a vraiment approfondi, je trouve, parmi toutes les vidéos que j'ai regardées sur le sujet de la cancel culture. Du coup, je vous invite fortement à aller voir cette vidéo que je vous mets dans la barre d'infos. Et en fait, de cette vidéo, j'ai un peu conclu 6 caractéristiques que j'estime, moi, être les excès de la cancel culture dans la culture populaire. Dans le système juridique français et américain, nous sommes innocents jusqu'à preuve du contraire. Mais on sait très bien que dans la réalité, c'est pas trop ça. Mais sur le papier, d'après les lois françaises et les lois américaines, nous sommes innocents jusqu'à preuve du contraire. Alors que dans le cas de la cancel culture, comme c'est une forme d'auto-justice qui va être plus en faveur des victimes, les accusés, on va dire, sont directement vus comme coupables et cela jusqu'à preuve du contraire. Et encore là, c'est aussi que sur le papier. De ces faits, la parole donnée aux victimes est beaucoup plus importante que la parole donnée aux accusés. Les accusés, eux, seront vus comme coupables et n'auront pas vraiment d'autre choix que de se justifier, de ramener leurs propres preuves pour sortir en fait de ce statut de coupable. Vous,
comme moi savons très bien que c'est pas dans les commentaires des réseaux sociaux qu'on peut vraiment créer un débat qui va être profond, multidimensionnel et réfléchi. On le sait. Vous pouvez donner votre avis, je peux donner le mien, mais voilà, c'est très limité en fait, je veux dire. Le mouvement de cancel culture est majoritairement utilisé à travers les réseaux sociaux tels que Twitter, tels que Facebook, tels que Instagram, tels que Snap, etc., etc. Tous les réseaux sociaux sont utilisés pour faire de la propagande, si on veut, de la cancel culture. Et de ce fait, un petit problème, mais vraiment de rien du tout, peut, à travers les réseaux sociaux, se transformer à un problème beaucoup, mais beaucoup plus grand et beaucoup plus grave. Bien sûr, c'est pas tout le temps le cas. Il y a des cas qui sont vraiment très graves dès le début et là, c'est vraiment très bien de le faire circuler tel qu'il est dans les réseaux sociaux parce que bien sûr, dans les réseaux sociaux, c'est très facile de faire des trades. C'est-à-dire de prendre un mot par ici et de faire un trade dessus, de prendre une image ici, de prendre une vidéo sortie de son contexte et d'en faire toute une histoire dessus par derrière. Pour illustrer en fait et partir de vraiment l'effet papillon que donnent les réseaux sociaux, je vais vous donner l'exemple de James Charles. Pour tous ceux qui connaissent pas James Charles est un gourou maintenant, on va dire, de la YouTube Beauty et je pense que c'est l'année dernière, il y a eu un énorme scandale sur James Charles. James Charles est sorti dans les réseaux sociaux comme étant un prédateur sexuel. Et je pense que c'est vraiment très fort comme mot, ce qui lui a causé bien sûr des milliers de personnes qui se sont désabonnées de son compte, sa ligne de maquillage qui a été complètement stoppée parce qu'il a été accusé d'être un prédateur sexuel. Alors que à la base des bases, James Harden était juste accusé de draguer des hommes hétéros pour leur faire comprendre qu'ils étaient gays. Le mec, il est passé de dragueur d'hétéros à prédateur sexuel. Il est vrai qu'on devient voleur qu'après avoir volé, un chanteur après avoir chanté, un danseur qu'après avoir dansé. Et cette vérité générale est vraiment ancrée dans le mouvement de la cancel culture. C'est-à-dire que dans le cas de la cancel culture, tu es une merde parce que tu as fait quelque chose de merdique. Et bien sûr, cela peu importe tes convictions, peu importe tes valeurs, peu importe même tes excuses. Parce que si bien sûr tes excuses ne sont pas considérés comme authentiques, s'ils sont pas validés par les personnes qui t'accusent, qui t'ont mis dans la sauce, tu resteras une merde parce que tu as fait une action merdique. Moi, je veux juste confirmer une chose avec vous là. On est bien d'accord que le harcèlement, peu importe sa forme, peu importe la manière dont elle est exercée, c'est pas bien. C'est quelque chose de mal. Mais je me demande pourquoi cela est permis, même s'il n'est pas permis en mode oui, on l'autorise. Parce que on est d'accord, quand une personne est cancel, elle est complètement mise de côté. Et bien sûr, ce n'est pas que juste une personne. C'est un groupe de personnes qui participent justement à ce mouvement de cancel culture qui se permettent d'aller harceler, de cyber-harceler cette personne dite cancel. Ne devient-on pas harceleur à partir du moment où nous harcelons ? Une fois que la personne est cancel, je pense qu'en fait c'est écrit sur son front. Elle est cancel toute sa vie. Elle n'a même pas droit au pardon, au même niveau que les criminels qui sortent de prison. Et cela, malgré que la personne ait fait des excuses publiques ou non, malgré que cette personne a été innocentée, a purgé sa peine, cette personne sera cancel et sera considérée comme cancel tout au long de sa vie. Être cancel dans la cancel culture, c'est recevoir une peine à perpétuité. Combien d'histoires nous avons entendues où des personnes ont dû changer leur nom, ont dû déménager parce que leur père était un tueur en série, leur mère était trop bizarre, leur frère était fou, leur sœur était je sais pas quoi, et pour ne pas subir la rage, le mépris, les insultes que recevaient en fait les personnes qui étaient cancel, ces personnes-là ont été obligés d'abandonner peut-être leur nom, d'abandonner leur ville, d'abandonner leur maison parce que quand un membre de la famille, un membre de votre entourage qui est cancel, c'est vous tous, toutes les personnes qui sont autour de lui qui sont cancel avec lui. C'est toujours pas glorieux tout ça. Selon moi, la cancel culture est principalement quelque chose de très louable. Au cours des années, ça a vraiment permis de faire sortir de l'ombre plein d'acteurs, de producteurs, de réalisateurs, de personnes politiques, de personnes imposantes ou pas, de vraiment pointer du doigt les choses qui sont mal faites. Et pour ça, je trouve que la cancel culture, c'est vraiment très bien parce que la plupart du temps, les gens qui ont été accusés n'ont pas été accusés par la justice. La justice, elle, n'a pas trouvé ou ne voulait pas, ça, on ne le saura jamais, trouver de preuves contre ces personnes-là. Toutes ces personnes qui ont été accusées, qui ont été révélées grâce à la cancel culture, je trouve ça vraiment très formidable. Mais le problème pour moi de la cancel culture, c'est que tout est dilemme. C'est-à-dire, il y a oui ou non. On ne peut pas être au milieu dans une histoire. On ne peut pas
ne pas se prononcer dans même une histoire, parce que ne pas se prononcer serait dire que nous sommes d'accord avec la chose problématique que cette personne a faite. Et deux fois, en fait, on a juste pas envie de se prononcer parce qu'on a la flemme de participer à ce dilemme. Bien sûr, c'est mieux de faire le choix de suivre la masse la plus importante, la masse qui va cancel cette personne. C'est beaucoup plus intéressant en fait pour toi, pour moi, pour les personnes qui sont autour de moi, parce que comme je vous l'ai dit, quand on n'est pas très d'accord, on a un peu les retombées qui nous tombent dessus. Il faut vraiment être du côté des personnes qui cancellent, et parfois je trouve que c'est vraiment dommage. Pour certains cas, je parle pas pour des cas où c'est vraiment grave, où les cas sont vraiment très graves, il y a aucun dilemme on va dire possible. Dans ces cas-là, je me dis ok, d'accord. Dans les cas où c'est vraiment grave, le seul dilemme possible qui s'impose, c'est vraiment est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre. Dans les cas où c'est des artistes, où c'est des personnes très connues. Deuxième chose que je n'apprécie pas forcément, ce côté de fouine qui fouille en fait un peu dans le passé de certaines personnes. Parce que bien sûr, une personne qui a été cancel, peu importe qu'elle a été cancel en 2019 ou en 2017 ou je sais pas quoi, pour renforcer un peu les accusations dans le cadre d'une enquête, et c'est ce qui est souvent fait, on va fouiller dans son passé pour voir si cette personne a déjà commis ou non les actes pour lesquels elle est accusée. Parfois c'est même très intéressant parce qu'on peut vraiment voir que cette personne, en fait c'est un accusé du début jusqu'à la fin, il n'y a aucun moyen de sauver son sort. Mais parfois en fait je trouve que ça un peu ridicule qu'on cancel une personne qui a peut-être dit en 2010 les termes comme je sais pas, niafou, l'expression je suis pas un PD. Alors moi je dis ça pourquoi? Parce que moi je sais que à l'époque le terme comme niafou c'était vraiment un terme populaire on va dire dans la cité. Moi j'ai vécu dans la cité, ça veut dire c'est des termes que j'ai entendus, comme le terme cyber. Je suis pas en train de dire que c'est excusable parce que c'était la mode, parce que c'était populaire, parce que ceci, parce que cela. Non, je suis pas en train de dire ça. Mais je suis juste en train de dire qu'il faut parfois, quand on cancel quelqu'un par rapport aux propos qu'elle a pu dire, aux vidéos qu'elle a pu faire, ou des choses en fait qu'elle a pu faire dans le passé, je pense qu'il faut mettre ça aussi dans le concept dans lequel la personne elle a dit ça. Je suis pas en train d'excuser parce que même à l'époque, je pense que dire le terme niafou, dire le terme cyber, dire les shintok, les trucs comme ça, je pense que c'était déjà pas bien à l'époque et maintenant c'est encore moins parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait cancel pour des propos qu'ils ont peut-être dit en 2009, en 2008, alors qu'à ce moment-là, dire ces propos-là, c'était à la mode. C'était autant à la mode que la tectonique et le logo BGT. Je pense qu'il faut vraiment remettre dans les concepts les propos qui ont été dites à cette époque, à l'année où ça a été dit, pour ne pas en fait cancel n'importe qui, parce que bien sûr qu'on peut avoir dit ces propos-là en 2003, en 2010, en 2013, ou même il y a 4 mois, ou même il y a 1 an, mais entre-temps, on évolue. Dans les cas où je vous dis, on ressort des tweets, on ressort des propos par rapport aux tweets, par rapport aux messages, par rapport aux vidéos, tout simplement, on empêche l'évolution. On est contre l'évolution de l'homme, parce que si j'ai bien compris le mouvement de la cancel culture, et là, dites-moi si je me trompe ou pas, c'est vraiment de pointer du doigt et d'accuser les personnes qui sont contre l'évolution sociale, qui sont contre l'évolution dans les luttes sociales. Voilà, c'est vraiment un concept en fait pour pointer du doigt, pour accuser et justement arrêter en fait, pour amener une évolution de l'homme. Mais selon moi, quand on cancelle une personne qui a dit des propos peut-être en 2010, on est en train de condamner quelque chose de mal qu'elle a pu faire dans le passé, mais ça sert à quoi de condamner quelque chose de mal qu'on a fait dans le passé si dans le présent on est en train de vivre autrement? Je comprends pas en fait le principe de cancel une personne pour une chose qu'elle a dite auparavant si dans le présent en fait cette personne n'est plus du tout comme ça. Et c'est là vraiment pour moi le point noir principal de la cancel culture, c'est que je trouve que maintenant elle cancel n'importe qui. Et l'évolution de l'homme ne peut pas continuer si nous continuons à cancel des personnes lambda, on va dire, pour des propos dites ici, pour des vidéos faites là-bas, pour des commentaires, parce que bien sûr parfois on peut être cancel pour un commentaire. Donc pour moi c'est vraiment pas concevable de mener à bien le mouvement de la cancel culture, de la cancel des personnes vraiment importantes qui ont, on va dire, échappé aux mailles de la justice, mais en bloquant les gens en fait, en les condamnant à être cancel toute leur vie, on n'apporte rien à part la dépression. Tant que j'aurai mon tampon cancel sur le front, les personnes ne vont plus me voir, ne vont plus vouloir m'écouter, c'est fini en fait.
et c'est vraiment très dommage. Selon moi, la cancel culture blesse beaucoup trop de personnes. Comme je vous l'ai dit, quand une personne est cancel, c'est tout son entourage qui est cancel. C'est tout son entourage qui reçoit des menaces de mort, tout son entourage qui reçoit des raids numériques. Le cyberharcèlement est limite accepté dans le cas de la cancel culture. Et ça, je suis désolée, mais c'est pas bien. Parce que l'anonymat ne couvre en aucun cas la violence du cyberharcèlement, la violence des lynchages publics qu'on fait subir aux personnes qui sont cancel. Je ne suis pas en train d'innocenter, je ne suis pas en train de défendre les personnes qui sont cancel. Quand elles ont été cancel, il y avait bien une raison. Elles sont pas cancel comme ça, en claquant des doigts, quoique parfois c'est limite. Je suis pas en train de les défendre, mais je suis en train de condamner les actions menées dans le cas de la cancel culture. On peut cancel une personne tout en restant bienveillant. C'est-à-dire juste ne plus l'écouter, ne plus acheter ses albums, ne plus regarder ses films, ne plus acheter ses vêtements. Ça, c'est cancel une personne tout en restant raisonnable. Ça sert à rien d'aller envoyer des messages de mort. Ça sert à rien d'aller envoyer des œufs devant sa porte. Tout ça, ça sert à rien. Ça ne permet pas d'évoluer. C'est-à-dire, c'est complètement le contraire de ce que la cancel culture dénonce. C'est parce que nous voulons évoluer, c'est parce que nous voulons passer à autre chose. Nous voulons arriver à une autre dimension de nous-mêmes que la cancel culture est menée, que les personnes cancel sont amenées à la barre pour recevoir un jugement pour une action ou des faits problématiques qu'elles ont dites. Mais en fait, faut que ça s'arrête là. Faut juste que les peines qu'ils vont recevoir soient des peines bienveillantes. Bed wet, legs spread, big mess. Oh.